Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC et BFM TV. Vous êtes le député des Bouches-du-Rhône, vous êtes président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. On va bien sûr vous entendre réagir aux principales déclarations d'Emmanuel Macron hier. Mais d'abord, je voulais vous interroger sur cette séquence que vous avez peut-être vue un peu plus tard dans l'après-midi hier. Emmanuel Macron qui se promenait aux Tuileries avec sa femme et qui a croisé des gilets jaunes qui l'ont alpagué avec une certaine hargne. Je voudrais qu'on l'écoute. Je me balade avec mon épouse, vous m'interpellez. Mais c'est normal. Vous êtes mon employé, monsieur le président. Vous êtes mon employé, monsieur le président. On est un jour férié, je me balade, je suis respectueux. Et on est respectueux. Moi, je vous ai pas manqué de respect. En tout cas, pas aujourd'hui. Vous êtes mon employé, tu vas virer. Ça a duré quand même assez longtemps. Ils l'ont suivi dans le jardin des Tuileries. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cet échange? Bon, l'état de dégradation des relations dans ce pays du président avec les gens, ils ont quand même des raisons d'être très en colère. Ça va mal, quoi. Lui n'est pas très prudent. Bon, il est le président de la République, une promenade aux Tuileries, racontons pas d'histoire, autant aller à la foire du trône, hein. Il y a du monde partout, bon, mais je trouve ça pas très prudent. S'il ne sortait pas l'Élysée, vous le lui reprocheriez? Non, j'ai pas d'avis sur ce qu'il doit faire, je vous dis que ce n'est pas très prudent. En général, les Français sont courtois. Moi-même, je me déplace en métro, le plus souvent, parce que c'est le plus rapide pour moi. Les gens qui m'aiment bien me font un beau sourire et un petit signe amical. Ceux qui ne m'apprécient pas ont le visage un peu fermé, mais ça ne va pas plus loin. Donc il y a une tradition de courtoisie dans le peuple français. Et donc là, la situation est sans doute liée au fait que c'est lui et que ce sont des gilets jaunes qui expriment quelque chose dans le pays qui est rageux, en effet. Il le cherche? Ou il le provoque? Je ne sais pas vous dire. Je suis un peu mal à l'aise devant l'expression de cette situation. Je préférerais qu'on puisse dire, eh bien, en France, c'est comme ça, tout le monde peut se balader sans problème. Mais ce n'est plus le cas. Et la souffrance dans le pays, je crois que lui, il doit la comprendre. Il doit l'interpréter. Et elle ne peut pas se satisfaire, comme il l'a fait dans son intervention, d'actes de contrition ou d'autoflagellation. Parce que les gens y voient ce que c'est une nouvelle ruse de communication. Il faut le mea culpa, pour vous, d'hier, c'était je pense que c'est de la naïveté de sa part, quelque chose de qui atteste du fait qu'il n'évalue pas correctement le moment dans lequel nous vivons. Peut-être parce qu'il n'avait pas l'expérience du pouvoir avant, qu'il n'avait jamais été un élu, un homme de campagne électorale, où vous êtes conduit à rencontrer et à vivre toutes sortes de situations, et surtout à connaître le peuple français et puis la diversité de la France. Alors, il se comporte un peu comme s'il était juste entre gens de bonne compagnie. Bon, non, c'est le peuple français, c'est 67 millions de personnes, plutôt belliqueuses, plutôt tumultueuses. Mais quand ils lui disent « Vous êtes mon employé, monsieur le président ». Ah, c'est pas faux, hein. C'est la vérité. Moi aussi, je suis l'employé du peuple français. C'est bien qu'ils disent ça, d'ailleurs, parce que c'est une conscience républicaine. Ben, les Français sont comme ça, que voulez-vous? On est le 14 juillet, on a abattu la Bastille, on a pourchassé le roi, figurez-vous que lui, ça a été autrement plus sévère pour lui. Les femmes sont allées le chercher à Versailles et l'ont ramené de force à Paris. C'est pas une gentille petite altercation, parce que ça va quand même pas bien loin tout ça. Hein. Moi, je suis plutôt... Ça vous paraît pas grave, ce qui s'est passé hier? Ces échanges, ça vous paraît pas grave? La société a plutôt appris à contenir la violence qu'elle contient. Je rappelle que Léon Blum, alpagué dans la rue, a été battu par des gens. C'est pas le cas là. Ils en avaient les moyens, ils ne l'ont pas fait, ils n'y ont même pas pensé, je suis sûr, ça ne leur est pas venu. Non, il ne faut pas non plus en faire l'événement du siècle. Est-ce que c'est pas en acceptant toutes ces formes peut-être d'agression, d'agressivité, qu'on va petit à petit vers plus d'agressivité encore ? Madame, ni vous ni moi n'avons mission d'aller éduquer les gens, ce sont des adultes comme vous et moi. Nous pouvons donc éduquer non, mais accompagner peut-être. Oui, non, mais ils sont éduqués comme vous et moi. Notre rôle n'est pas de faire la morale au peuple pour lui apprendre comment se comporter, parce qu'à ce compte-là, on va apprendre aussi au président comment se comporter. D'accord ? On ne répond pas c'est cool, soyez cool, vous n'allez pas me resservir ça toutes les semaines, parce que il n'est pas leur copain, on n'est pas au café du commerce. Donc lui-même crée une ambiance. Dans les réponses, vous citez là les réponses d'Emmanuel Macron, oui, qu'on ne voyait pas forcément dans ce court extrait, où il leur dit restez cool, et puis il leur dit effectivement vous n'allez pas me resservir ça tous les samedis à propos des manifestations des Gilets jaunes. Bon, voilà, donc il établit lui-même une relation
de proximité. Mais le point de départ, c'est que le président de la République, on n'est pas au Danemark, le président de la République qui se balade dans la rue aux Tuileries où il y a tant de monde doit bien s'attendre à rencontrer des gens qui ne l'apprécient pas ou qui ont quelque chose en eux de tellement grave que l'occasion est exceptionnelle de pouvoir le dire. Le pouvoir est tellement concentré, tellement pyramidal. C'est tellement le monarque présidentiel que bon, il est traité comme tel, voilà. Mais c'est ça, pas bien méchant. Étonné de la façon dont presque vous sous-entendez qu'il faudrait plus qu'il sorte du château, ça serait presque pire, non ? Non, mais peut-être y a-t-il une manière différente de procéder, je n'en sais rien, je n'ai jamais été dans cette situation, et pour ma part, je n'ai jamais été coupé de la vie des gens, même si je suis tout à fait conscient du fait que je n'ai pas la vie des gens. Hein, j'ai une autre vie. Bon, alors il faut savoir doser ça, mais c'est une affaire d'expérience dans la vie. On n'est pas copains avec tout le monde. Vous n'avez pas vécu ça, mais vous l'avez souhaité, et vous le souhaiterez peut-être à nouveau devenir. Ça, hein. Non, mais vivre. Déjà, j'en suis pas très loin parce que bon, c'est très difficile de sortir. Nous sommes tous atteints d'une immense maladie collective. C'est la petite photo, le selfie. Bon. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais je fais attention justement. Je ne veux pas créer par ma présence des situations qu'on n'arrive plus à contrôler. Il arrive souvent que je n'aille pas à telle ou telle manifestation pour que ma présence... Ah bah oui, bien sûr. Et puis je me connais. Je sais que j'ai la langue bien pendue, que j'ai le goût de la réplique, et que par conséquent, ça pourrait m'entraîner des fois plus loin que c'est raisonnable. Donc j'évite. Vous aussi, de temps en temps, vous faites votre mea culpa alors ? Non, je ne fais pas de mea culpa. C'est la différence. Écoutez-moi, la différence entre se maîtriser, l'effort que chaque être humain, vous, moi, nous devons faire dans notre vie pour faire avec nous-mêmes. C'est une chose. Le mea culpa, c'est une façon de s'exposer, de demander des pardons improbables qui n'ont pas de place dans la dignité des fonctions républicaines. On ne demande pas pardon. On fait ce qu'on a à faire et le peuple souverain tranche. Il vote. Il vous maintient ou il vous chasse. Et il a raison, parce que c'est lui qui décide. Et il faut accepter ça. Ce n'est pas une relation d'un enfant à son papa ou d'un papa à ses enfants. C'est une relation normale, adulte, consciente. Il infantilise... Absolument. Psychologiser le débat public, c'est l'infantiliser. C'est mettre de la psychologie dans la politique, c'est retirer la politique de l'endroit où elle doit se trouver. Tout ça n'a pas sa place là-dedans. Il a fait ceci, il veut faire cela, il nous l'expose, et nous apprécions si oui ou non nous sommes d'accord. Alors apprécions précisément, ou appréciez-vous ce qu'il reste et ce qu'il y a dans le contenu de ce qu'il a dit hier. 600 jours devant Emmanuel Macron avant la fin du mandat, 100 milliards d'euros injectés dans l'économie pour ce plan de relance, 100 milliards d'euros quand même. Qui l'eût cru ? On est loin de l'austérité. Là-dessus, ça devrait vous satisfaire ? Non, bien sûr que non. Il ne peut pas en être question. C'est que je ne me laisse pas impressionner par les chiffres. Sur ces 100 milliards, la quantité qui est réellement injectée dans l'économie est infime au total. Nous avons perdu 11 points de richesse produite. D'accord ? Alors tout ça avec des grands mots, ça vous donne 11 points de recul du PIB. Bon, mais c'est ça que ça veut dire. Et nous réinjectons à peine 2 points dans l'économie par le biais des injections de l'argent de l'État. Imaginez-vous qu'au même moment, les Allemands qui ont perdu 6 points ont réinjecté 20 points. Et ils l'ont fait d'une manière totalement différente de ce saupoudrage. Donc proportionnellement, vous estimez que c'est rien ? Rien. Et même la demande, le pacte franco-allemand au niveau européen, dont je voudrais rappeler que contrairement à ce qu'a dit le président de la République, il n'est toujours pas accepté, il est de 500 milliards. Imaginez-vous que Monsieur Breton, qui n'est pas un gauchiste, il est commissaire européen français, lui demandait 2000 milliards. 500, c'est le trait de plume. Il faut se rendre compte que l'Europe produit 11 000 milliards chaque année de richesse. Donc ce sont des sommes qui ne correspondent pas à l'ampleur du défi. Mais écoutez-moi, ce que je voudrais en dire, ce n'est pas seulement pour dire, Monsieur le Président, ce n'est pas suffisant, mais pour dire danger. Si vous vous comportez comme ça, que va-t-il se passer ? L'économie française ne sera pas redémarrer, d'une part, et d'autre part, l'écart entre les Français et les Allemands va être tel que c'est la zone euro qui pourrait imploser. Parce que vous ne pouvez pas avoir une monnaie commune avec des pays qui auraient de tels écarts dans la richesse accumulée. Ce n'est pas possible. Donc je dis danger. Et le président me fait l'effet d'un libéral, comme j'ai connu autrefois des gens dans mon camp. Enfin, un libéral qui met 100 milliards.
Oui, mais les libéraux savent toujours mettre la main à la poche des autres quand il faut. Hein. Je vous rappelle que M. Balladur a fait un emprunt absolument gigantesque, M. Giscard d'Estaing, etc. Ça les dérange pas. Et même la dette publique fait partie de leur stratégie. Ils commencent par ruiner l'État, puis après ils disent, vous avez vu, ça marche pas. Évidemment, vous l'avez ruiné. Et de même, ils sont-ils en train de faire en ce moment avec la sécurité sociale. Donc vous avez raison de dire qu'à première vue, ça fait pas très libéral, mais à seconde vue, ça l'est. Quel est le sens d'aller mettre des milliards chez Renault au moment où à peine 17% des voitures qui circulent en France sont produites en France? Quel est le sens d'aller mettre des milliards dans Air France quand Air France s'en sert pour acheter des avions qui sont produits au Canada, et ainsi de suite. Donc cet homme continue à croire que la main invisible du marché va remettre tout ça d'aplomb. Et moi, je soutiens que c'est le plan qui peut nous permettre de nous en sortir. Alors justement, le plan, il pourrait le remettre au goût du jour. Dans son discours de politique générale tout à l'heure, Jean Castex devrait, sans doute, en tout cas c'est ce qui commence à circuler, relancer l'idée de la planification et mettre François Bayrou comme haut commissaire au plan. Alors, moi, monsieur François Bayrou, que je respecte par ailleurs, ce serait ma victoire intellectuelle. D'ailleurs, le journal libéral de notre pays, l'Opinion, fait un titre que j'ai trouvé amusant. Ils mettent au secours, le plan revient. Bon, en effet, le plan, c'est de quoi? Se rendre collectivement maître du temps. Le temps, pour l'instant, est la propriété privée du marché, du court terme, de ceux qui ont de l'argent, j'achète, je vends, etc. On ne se soucie pas du futur. Et le plan, c'est une manière de redevenir maître du futur. On va faire ci, on va faire là. Je ne vous dis pas qu'on y parviendra tout le temps, mais du moins va-t-on mettre en accord. Par exemple, vous voulez faire une bifurcation de l'économie pour qu'elle devienne une économie écologique. Mais il ne va pas vous suffire de claquer dans les doigts ou de peindre en vert tout ce que vous voyez. Il faudra commencer par changer les qualifications ouvrières pour que les gens sachent manier d'autres process de production, d'autres matières premières. Il faut qu'on change nos goûts. Parce que nous sommes nous-mêmes cause du désastre par nos mauvaises habitudes de consommation. Changer nos habitudes, il faut aller très profondément. Et ça, il faut planifier, c'est-à-dire organiser, prévoir, aller plus loin que le bout de son nez. Et puis, c'est le génie particulier des Français. Nous avons toujours eu le plan en France. Jean Monnet en a été le fondateur, c'était pas un bolchevique. Le général de Gaulle parlait d'ardente obligation, et il n'était pas Staline, et ainsi de suite. Donc, nous autres Français, chaque fois qu'on a prévu, on a été les plus forts. On a prévu le train à grande vitesse. On a prévu les fusées. Ça, c'est Pompidou qui décide ça dans un conseil des ministres. Il y aura quand même des missiles, et donc on a eu des fusées. Alors des fois, on se trompe. On planifie le nucléaire, graphite gaz. Bon, ça marche pas. Très bien, on passe à autre chose. C'était pas une bonne idée. Quand on se trompe, est-ce que le plan ne nous entraîne pas dans le fait de poursuivre nos erreurs? Alors là, on peut carrément remonter beaucoup plus loin, à Colbert, avec la plantation des arbres pour les navires qui ensuite avaient disparu quand les arbres étaient grands. Vous avez raison. Est-ce qu'on n'est pas dans ce problème-là? Ces arbres sont dans la forêt de Joux. Ce sont de magnifiques sapins qui n'ont jamais servi. Mais, bon, bien sûr, il n'existe pas de système humain parfait. Donc celui-là comporte cet inconvénient. Mais que voulez-vous, les arbres y sont encore. Mais par contre, en profite pour d'autres choses. Pour sortir du nucléaire, il faut sortir du nucléaire, parce que c'est dangereux. Bien sûr, ça produit moins de CO2 que d'autres ressources, mais c'est dangereux. Et le jour où il y aura un problème, la France ne peut pas y survivre. M'entendez-vous? Les centrales nucléaires, nous avons 59 réacteurs. La plupart sont installés dans la vallée de la Chimie, dans le Rhône. Nous en avons un en amont de la capitale. C'est trop dangereux. Pour sortir Emmanuel Macron est le premier à avoir finalement réussi à mettre fin à une des centrales. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans François que ça Hollande durait. avait promis, la ça n'avait centrale jamais été est fait. arrivée au bout. Non mais attendez, monsieur Emmanuel Macron sera aussi celui qui aura prolongé plus de 10 réacteurs qui avaient atteint leur limite de 40 ans. Donc il faut aussi faire un bilan. Mais pour sortir, ce qui est absurde, c'est de se dire on reste parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou on sort comme ça du jour au lendemain. Donc il faut planifier, organiser le passage de cette énergie à une autre, parce qu'on ne se passera pas d'électricité et on ne passera pas à la bougie, voyez-vous. Un des points qu'il a voulu anticiper, et là pour le coup c'est très concret, Emmanuel Macron a parlé hier de la rénovation thermique des bâtiments publics et de renforcer le fret ferroviaire, les trains de nuit et les petites lignes, le grand retour des petites lignes. Alors ça c'est clair, c'est le contraire de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc on est tous un peu stupéfaits. Comment va-t-il en 600 jours réparer ce qu'il a lui-même détruit? La restauration des petites lignes, des trains de nuit, bien sûr, je considère ça comme des victoires, à condition que ça se fasse. Mais oui, c'est des victoires. Il a donc bien fallu qu'il convienne que ce qu'il faisait était absurde. Il s'en rend compte maintenant, trop tard, il ne lui reste plus que 600 jours. Si je m'en étais occupé, nous n'en serions pas là. Je me permets de le dire au passage. Mais il faudrait quand même pas mettre le fait de reconnaître ses erreurs comme des vertus.
Non, c'est pas ça qui va rétablir toutes les petites lignes qu'ils ont fermées. Regardez l'absurdité de ces gens, leur capacité d'auto-illumination. Le Premier ministre Castex s'en va en Guyane, qu'il prend pour une île. Il va sur le fleuve Oyapock. Pas tout à fait, hein, vous avez compris qu'il évoquait sans doute l'île de Cayenne, qui est une oui, presqu'île. l'île de France aussi, il y a le mot île dedans. Mais nous ne sommes pas une île. Mais quand il va sur l'Oyapock, c'est pour quoi faire? Se féliciter du déconfinement, qui est une catastrophe en Guyane. Les élus de la Guyane, toutes tendances confondues, pas seulement mes amis, hein, le député Gabriel Serville ou les autres. Non, tout le monde lui dit: ayez de la considération pour nous, c'est une catastrophe. C'est un des plus grands territoires français, les grands comme le Portugal. Et on y a 2 hôpitaux. On ne sait comment y aller. Imaginez-vous que vous habitez Prades, prenons au hasard Prades, et que l'hôpital le plus proche que vous ayez pour vous faire soigner soit à Lyon. Eh bien, franchement, vous seriez dans la situation d'un Guyanais. C'est insupportable. Là-bas, la Guyane, les collectivités publiques de Guyane n'ont pas reçu l'argent qui leur permet de payer à leur tour les petites entreprises. Donc, et qu'a fait monsieur Oui, il y Castex? avait une forme d'hypocrisie dans ce déplacement. Écoutez, franchement, les gens sont... Vous savez ce qui nous cuit? Les gens sont consternés. Ils se disent: la France ne nous aime pas. La France nous a oubliés, c'est notre patrie. Et alors il voit arriver ce Premier ministre qui arrive, qui se félicite de tout ce qui ne va pas et qui s'en va. Eh bien, l'effet est terrifiant, parce qu'il pourrait même inciter les populations à penser qu'il pourrait se passer de nous. Vous comprenez? Il faut peser le poids de ce qu'on fait. Comment se fait-il que 17% de la Vous population attendez pas grand-chose de son discours de cet après-midi, du coup? Laissez-moi le dire au moins pour eux. Pourquoi 40% de la population de Mayotte n'a pas d'eau potable? Pourquoi le tiers de la Guadeloupe n'a pas d'eau potable? On ne sait pas faire les tuyaux? Il n'y a pas d'eau? Bien sûr que si, qu'on sait le faire. Pourquoi ne les traite-t-on pas comme des Français à part entière? Alors, c'est du mépris pour vous? Parce que c'est ce que vous avez l'air de sous-entendre. C'est une forme de post-colonialisme un peu épais. Oui, je trouve qu'il y a une attitude qui n'est pas cette sorte de fraternité, d'affection que à beaucoup, l'inverse, quand vous avez entendu son discours, ressentons. Jean Castex, en arrivant en Guyane, a dit au contraire: je suis là précisément dans les premiers jours de ma mission de Premier ministre pour montrer mon respect, mon soutien aux Guyanais. Ça vous a pas convaincu? Je comprends qu'on dise ça. Je préférerais qu'on se dise ça, mais ce n'est pas le cas. Ces gens sont saoulés de communication. Ils ont déjà vu le président de la République qui est venu dans des conditions dont vous vous souvenez, puisqu'il avait traîné dans un quartier de Cayenne, ce qui avait été assez moyennement apprécié. Bon, mais les gens sont saoulés de ça. Maintenant, ça suffit de parler, faites. Moi, je serais allé là-bas avec des tuyaux sous le bras pour dire, façon de parler, hein, voilà, ici, on va remettre l'eau courante. Là-bas, on va faire la route, parce que c'est pas normal qu'il n'y en ait pas. Là, on va transformer ce centre de santé en un hôpital, parce que la France s'honorerait d'avoir, sur l'Oyapock, un hôpital. Parce que de l'autre côté du pont, c'est le Brésil. Et donc, tout le monde nous regarde. De l'autre côté du fleuve, quand on parle de l'autre côté de la Guyane, c'est le Suriname. Par conséquent, les gens regardent la France. Et quoi, la France, c'est des bidonvilles et des taudis. Il y a été avec un objectif qui était la question de la lutte contre le coronavirus. Là-dessus aussi, je voudrais vous entendre. Oui. Hier, Emmanuel Macron qui annonce que le port du masque sera obligatoire, oui, mais le 1er août. Est-ce que, sur le fait que ce soit obligatoire et que ce soit le 1er août, vous soutenez? Bon, obligatoire, s'ils sont conduits à penser, comme un certain nombre de gens le pensaient, qu'il y aura une deuxième vague de l'épidémie. Moi, je racontais ça vers le mois d'avril. Et puis, je me suis dit, bon, faut arrêter parce qu'on fait peur à tout le monde. Bon. Mais clairement, la deuxième vague est à craindre et elle a lieu dans un certain nombre de pays. On confine différemment. Bon, les méthodes sont différentes. Mais première question, sommes-nous sûrs cette fois-ci d'être capable de produire le nombre de tests dont on a besoin? On nous dit 700 000. Pour l'instant, il y a plus de tests qu'il n'en a d'utilisés. Et c'est un problème. La santé publique ne doit pas dépendre de l'appréciation de chacun. Il faudrait installer des tentes et faire des tests partout où on peut, tester et tester. Mais vous savez, en ce moment, les Français, on est très disciplinés, hein, parce que ordre et contre-ordre. Un coup, les masques, ça servait à rien. Le coup d'après, ça sert à quelque chose. Oui, il faut le faire. Obligatoire, oui. 1er août. Si c'est pour le 1er août, ça doit être comme pour les élections municipales. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi le 1er août? Ils pourraient nous le dire. Pourquoi pas maintenant? Mais moi, je porte un masque à l'ordinaire et je recommande aux gens qui m'écoutent de le faire et d'être prudent et d'essayer autant que faire se peut, parce que on n'y pense pas tout le temps. Et de le faire sans attendre le 1er août. Un mot également sur la question des violences, d'élite faciès. Il l'a évoqué Emmanuel Macron hier et il a promis une caméra piéton systématisée. Vous vous exprimez beaucoup sur les questions des violences et éventuellement des violences policières. Est-ce que ça, demandée depuis très longtemps, mais c'est pareil, là, c'est à la va comme je te pousse.
tout d'un coup, voilà les caméras. Mais c'est un problème global que celui de... Tant mieux pour la caméra, mais... Bon, alors elle a qu'une demi-heure d'autonomie. Enfin, nous sommes à nouveau non, chez mais les après, dans les détails, on pourra. On enfin, rentre sur pas le dans principe. les détails, pardon, mais le policier, lui, qui se sent visé, il se dit, je viens avec ma caméra. Zut, elle marche plus. Bon, voilà. Et tout est comme ça. Et moi, je n'aime pas cette ambiance de pagaille où on donne tantôt aux uns, tantôt aux autres pour essayer d'apaiser. Il faut recadrer la police, parce qu'elle est composée de femmes et d'hommes qui sont accessibles au raisonnement, à la discussion, et qui sont aujourd'hui dans une attitude qui n'est pas tenable. C'est d'être de se sentir le dos au mur en hostilité à toute la population. Deuxièmement, je désapprouve formellement et absolument les manifestations factieuses qui ont lieu dans la police, telles que menacer des journalistes en assiégeant une station de télévision, telles que menacer des juges, telles que assiéger un siège d'un parti politique. Cela est inacceptable et non conforme à la vocation républicaine de la police. Et le racisme, que voulez-vous, quand sur, je crois que c'est votre plateau, un responsable syndical dit « Ah ben Bamboula, c'est pas grave ». Comment c'est pas grave? Bien sûr que si. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, là, vous critiquez de manière extrêmement ferme, on l'entend, oui. Ces manifestations-là. Et hier, par contre, vous dites qu'il y a eu du gazage de la part du préfet Lallement, qu'il y aurait presque les gentils manifestants d'un côté et puis toujours les méchants des forces de l'ordre de l'autre. Vous avez vu les images, c'était pas aussi manichéen quand même. Vous m'aurez mal compris. Parce que d'abord, il y a une différence de nature totale. Ce que vous appelez les forces de l'ordre, c'est-à-dire cette pagaille ambulante que l'on voit à chaque fois, c'est un métier. C'est un contrat que vous avez avec la nation, donc vous devez le respecter. Quant aux autres, ils appliquent une liberté fondamentale, le droit de manifester. Expliquez-moi voir. Y compris la liberté, parfois, de s'en prendre aux forces de l'ordre, comme on l'a vu sur les images hier. Mais la situation qui a été créée est devenue intenable. Il s'agit maintenant de faire en sorte qu'on revienne à des relations normales. Mais pour qu'il y ait des relations... Mais est-ce que les forces de l'ordre doivent être comme Jésus sur la croix, qui ne réplique pas? Je ne sais pas si Jésus était sur la croix. Je sais qu'il y a mis, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes. Donc vous voyez qu'en matière de méchanceté mutuelle, l'imagination est là depuis quelque temps. Mais non, je vais vous le redire, il y a une manière d'utiliser les forces de l'ordre. Si vous nassez, madame, vous n'y avez jamais été, donc vous n'avez pas le sentiment, je vous comprends, attendez, je ne vous le fais pas le reproche, mais le nassage est un sentiment terrible. Tout d'un coup, vous êtes enfermé, vous ne pouvez plus sortir et ça se met à tirer. Donc, c'est l'utilisation de la police dans certaines circonstances qui donne une violence généralisée. Vous savez aussi bien que moi que les événements qui ont eu lieu à l'Arc de Triomphe, qui sont naturellement répréhensibles, détruire la statue de Marianne, c'est impardonnable. Au début des Gilets jaunes. Mais ça commence par un nassage. Si les gens n'avaient pas été tous enfermés là, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. Et si on avait été plus prudent avec les gens d'extrême droite qui se sont livrés à ces violences, si on avait été plus méfiant... Il y a toujours quand même un peu une excuse du coup, hein. C'est un peu la faute des autres, quoi. La faute de qui, madame? Je n'ai pas compris. La faute d'Emmanuel Macron d'avoir été aux Tuileries, ou la faute des policiers si l'Arc de Triomphe a été détruit. Vous voyez comme vous manipulez mon propos. Le policier ne décide pas tout seul de ce qu'il fait. C'est pas chaque policier qui dit tiens, enfin... non, je veux terminer. C'est le préfet Lallement qui leur dit vous ferez une nasse. Il téléphone et il dit et maintenant allez au contact. Votre confrère, le journal Le Monde, a publié ces échanges. Quand on leur dit « allez-y ». Donc, c'est cette méthode d'utilisation brutale et violente. Je veux rappeler une chose que vous avez oubliée et que moi, je ne peux pas oublier compte tenu de mon âge. Lorsqu'il y a eu des manifestations de policiers à la place Beauvau, Pierre Joxe étant ministre, il en a mis 3 hors de la police et 110 à pied. Dorénavant, le pouvoir, on a bien compris que oui, mais vous avez bien compris que ce que je fais... le préfet Lallement est responsable effectivement de ces ordres. C'est toujours le chef qui est responsable. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci, c'est toujours madame. le chef qui est responsable. Merci d'être venu ce matin.